d'accompagner l'association Vaugineuve donc, sur l'animation de ce salon. Chouette entame hier, hein, parce qu'on a fait... on a assisté à une conférence d'Éric Berger, qui est un collaborateur de Jean-Marc Jancovici, donc Shift Project, bilan carbone, etc. C'était super intéressant, un peu technique, il y avait du chiffre, hein, mais décarbonation globale. Et puis on a fait ensuite la remise des prix des trophées donc de l'innovation avec 6 lauréats qu'on rappellera peut-être en cours de journée. Allez, si vous voulez bien, on va pas, sans plus attendre passer à la première table ronde. Donc on parle de l'eau, après on peut ressortir, d'une minute, un quart d'heure, un peu plus. On revient pour une seconde table ronde pour parler de décarbonation des transports de marchandises. Et pareil, on ressort et on revient pour une troisième table ronde sur l'écomobilité. Plutôt des personnes, évidemment. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes cadre d'entreprise, ça vous parle évidemment pour vos salariés, vos collaborateurs. Allez, Florian Fabaché de Suez, rejoignez-nous. Donc pour cette première table ronde, déjà des applaudissements si vous voulez bien. Évitant la panne sèche, donc Sandrine Arbillot de l'agence de l'eau qui nous rejoint également. Martine Bortolotti, line manager énergie fluide à la papeterie Norske Skog, je ne la présente plus, elle a ni plus ni moins que la plus grosse papeterie de l'Europe de l'Ouest, avec pas mal de choses sous le coude. Céline Brégier, directrice du service eau, assainissement et GEMAPI de la communauté d'agglomération d'Épinal. GEMAPI, vous connaissez, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Et enfin, Alexandre Chéniaud de la Chambre d'agriculture des Vosges. Vous avez compris dans l'intitulé ce que à peu près chacun de nos 5 intervenants va parler. Voilà, on est sur la gestion de l'eau un peu globale, sur l'industrie, sur la consommation citoyenne, mais aussi entreprise évidemment, les artisans, etc. Et puis l'agriculture, on l'a évoqué hier soir, l'agriculture évidemment consommatrice intensive d'eau. Et émettrice aussi de CO2, de gaz à effet de serre, on en a parlé hier, mais c'est pas le thème du jour. Allez, merci donc à tous les 5 de votre participation à cette table ronde. Petit tour de table déjà, Sandrine Arbillot, alors vous avez le micro devant vous, tout à fait. Bonjour. Il pleut beaucoup. Ces derniers jours, ces dernières semaines, que dis-je, ces derniers mois, un petit point avec vous évidemment sur la ressource en eau aujourd'hui. Alors, vous intervenez à l'agence de l'eau Rhin-Meuse, bien sûr, sur un secteur beaucoup plus large que les Vosges, mais quid de la ressource en eau aujourd'hui ? On commence à entendre des bilans au niveau national sur l'état des nappes phréatiques, etc. En ce qui nous concerne, où on en est ? Rapidement. Oui, alors en quelques mots, ça va être le mot météo pour démarrer. Alors on a eu effectivement, d'après le dernier bulletin de situation hydrologique qui est paru fin novembre, des précipitations qui ont été très intenses, hein, notamment au mois de novembre. Déjà octobre était très pluvieux et ça a été encore plus le cas au mois de novembre. Et en termes de tendance, on a effectivement tous les cours d'eau qui du coup ont réagi, donc avec une augmentation des débits. Et on est, en tout cas pour les cours d'eau de surface aujourd'hui, à un niveau qui est supérieur à la normale, 2 à 3 fois le débit de ce qu'on peut retrouver usuellement en moyenne au mois de novembre. Et dans le sous-sol alors ? Et dans le sous-sol, c'est la même chose, hein, on a 95% des points de suivi sur le Grand Est qui sont à la hausse. Donc on est dans une certaine recharge qui est avérée, en tout cas au niveau des nappes d'eau souterraines. Et j'allais dire tant mieux, parce qu'elles en avaient bien besoin. Alors qui dit nappes d'eau souterraines, on le sait, il y a les nappes phréatiques et il y a les nappes de surface. Et puis dans notre département, je pense plutôt au massif, il y a évidemment les sources. Voilà, 3 typologies différentes. Bon, les nappes phréatiques, c'est peut-être un peu tôt, évidemment, pour avoir des infos, mais quid des nappes de surface ? Au niveau de la recharge, évidemment. Oui, alors les nappes de surface sont également en cours de recharge là, en ce moment. Alors on a toujours effectivement un secteur qu'on connaît bien, dans le secteur de Vittel, où on regarde toujours particulièrement, mais globalement en tout cas, on est effectivement en phase de recharge là, en ce moment grâce à cette pluviométrie importante qu'on a pu avoir là sur octobre et novembre. Question de base, ça suffit cette recharge a priori ou pas ? Est-ce que la recharge compense
la grosse sécheresse qu'on a connue l'année dernière? Alors, pour l'instant, on est content que ça commence à se recharger, mais alors pour pérenniser tout ça, il faudrait bien évidemment qu'on reparte sur des pluviométries normales et correctement étalées dans le temps, mais je pense qu'on va l'aborder également un petit peu après. Très rapidement. Florian Fabaché, pardon. Fabaché. Florian Fabaché, hein, que je ne commette pas l'impair de nouveau. Votre analyse sur la situation actuelle, quelle est-elle? Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Effectivement, comme ça a été dit, la situation météo de 2022-2023 était assez marquante. Et on est passé d'un manque d'eau à un excès d'eau. Et encore, faut-il le relativiser suivant les territoires, parce que la situation est très très disparate suivant les territoires. Mais pour nous, Suez, opérateur de cycle de l'eau et de gestionnaire de réseau, ça s'est traduit par des situations très marquantes dans lesquelles il y a pu avoir des manques d'eau. Ouvrir le robinet et ne plus avoir d'eau au robinet, c'est marquant. Et à l'inverse, là, je prends la situation dans le Nord-Pas-de-Calais de novembre. Hier, à la table ronde que je mentionnais, le directeur général de la sécurité civile mentionnait que c'était une crue millénale, d'occurrence millénale, qui s'est produite dans le Pas-de-Calais. Donc on est sur une situation qui nous affecte beaucoup, mais qui affecte également le monde agricole et le monde industriel. Et on a la chance d'avoir des gens de ce monde autour de la table. Et le risque que moi j'y vois, c'est qu'on ait la mémoire courte. Parce qu'effectivement, après une année 2022 très sèche, une année 2023, 2023 où les niveaux remontent, on peut se dire l'année 2024 est sauvée. Oui, mais quid de 2025, quid de 2026, quid des années suivantes? On jette 80-85% de nos prélèvements. On se garde ça en tête. 18 000 mètres cubes consommés par jour et 15 000 traités par jour. Et rejetés. Et rejetés. Ok. Un territoire comme la communauté d'agglomération d'Épinal, vous avez un chiffre global sur la consommation, qu'on puisse s'imaginer un peu les volumes incroyables que ça doit représenter. Alors, industrie et évidemment citoyens. Alors, le chiffre que j'ai en tête, que je peux vous donner aujourd'hui, c'est que sur une année, en fait, c'est 10 millions de mètres cubes d'eau potable qui sont facturés sur le territoire de la communauté d'agglomération d'Épinal. Habitants et industrie. Habitants et industrie. Eau potable. 10 millions de mètres cubes d'eau. On se garde ça en tête. L'agriculture, question difficile, mais allez, je vous la pose quand même. Combien consomme la ferme Vosges pour produire? Alors la ferme Vosges, c'est 3200 exploitations réparties sur l'ensemble du territoire. J'ai fait un petit calcul parce qu'on a préparé notre propos. On est autour de 6-7 millions de mètres cubes à l'année pour l'ensemble des fermes, d'accord, qui sont des fermes d'élevage. Donc, et 85% de cette consommation, c'est l'abreuvement des animaux. Donc c'est une consommation, j'allais dire, quasi incompressible. Donc il faut qu'on travaille sur nos autres process. Allez, on se garde en tête 6-7 millions pour l'agriculture, 10 millions pour le territoire de la com d'Aglo, et puis évidemment, juste au niveau de Norsk Skog Golbey, 15 000 mètres cubes par jour. Ok, merci infiniment pour ces chiffres. Sandrine Arbillot, je reviens à une question globale. Certains disent, mais on sait que c'est sujet à critique, qu'en fait il y a toujours la même quantité d'eau, mais qu'évidemment ce qui pose problème, c'est sa répartition qui devient de plus en plus inégale et ses usages qui sont de plus en plus difficiles à répartir. Alors, on a eu la chance sur le bassin Rhin-Meuse et dans le Grand Est d'une façon générale d'avoir la chance d'être encore peu impacté par les effets du changement climatique. Mais maintenant, ça y est, on le constate sur le terrain, on a des impacts locaux. Alors, pour donner des chiffres un peu globaux, et après je reviendrai sur des choses un peu plus locales, on est à peu près à plus 1,6 degré en termes de hausse de température sur le Grand Est depuis le début du XXe siècle. En termes de quantité d'eau, alors c'est vrai qu'elle a peu évolué, les précipitations en termes de volumétrie ont peu évolué depuis 1960, mais c'est effectivement leur répartition dans le temps qui est plus exceptionnelle, en fait, elle n'est plus comme auparavant. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a plus d'évapotranspiration par les plantes, en fait, plus d'évaporation d'eau dans le cycle de l'eau, et ce qui fait qu'on constate en moyenne sur le bassin Rhin-Meuse à peu près une baisse de 15% en période d'étiage, quand les eaux sont les plus basses, dans les cours d'eau de surface.
Si on revient sur le massif vosgien, on se rend compte à quel point on est encore plus impacté. Parce que autant je parlais de moins 15%, ici, sur le massif vosgien, on est plutôt de l'ordre de moins 30 à moins 40% en termes d'impact de débit d'étiage. Ce qui fait que ça a forcément des conséquences aussi bien locales, mais également à l'aval. Quand on prend les grands axes de la Meurthe et de la Moselle, il y a une multitude d'usages derrière qui sont impactés. On a déjà des prélèvements au niveau de la retenue de Vieux-Pré, donc le lac de Pierre-Percé, qui sert de retenue de compensation pour le refroidissement de Cattenom, plus à l'aval, et également de soutien de débit d'étiage du cours d'eau. On a des prélèvements pour l'eau potable, la métropole de Nancy, celle de Metz. On a des prélèvements pour les canaux, pour la navigation. On a des prélèvements pour les usages industriels. Donc c'est tout un écosystème, j'allais dire, qui est impacté par cette baisse des débits, notamment en période d'étiage. Et en 2022, pour donner aussi un ordre d'idée, sur la Moselle, donc tout à l'aval, proche du Luxembourg, il y a une station de suivi de la quantité d'eau qui est située à Ucange. On a eu en août 2022 le plus bas débit jamais mesuré. On était de l'ordre de 9,6 mètres cubes seconde de mémoire. Donc c'est une station qui est quand même en place depuis 1981. Donc on voit qu'il y a des conséquences locales sur l'amont comme sur l'aval en fait des cours d'eau. Florian Fabacher, qui dit baisse des volumes, dit tout de suite en ce qui concerne l'eau, baisse de la qualité de l'eau. J'imagine que vous êtes au fur et à mesure des épisodes de sécheresse confrontés au travail sur cette qualité de l'eau. Alors tous usages confondus. Alors oui, tout à fait, et vous faites bien de faire le lien entre qualité et quantité, parce que c'est une vraie réalité. Et effectivement, on est confronté à des situations auxquelles on ne l'était pas par le passé, et notamment au regard de la qualité du milieu récepteur. Soit parce que c'est le milieu récepteur dans lequel on prélève l'eau pour différents usages, soit le milieu récepteur dans lequel on rejette l'eau. Et cela pose la question, comme l'a souligné Madame Arbillot, qui a énuméré un certain nombre d'usages qui peuvent être faits sur un territoire, que ce soit des usages industriels, agricoles, d'eau potable, mais aussi des usages non humains, à savoir le rôle biologique des cours d'eau, à savoir la préservation de la biodiversité et tous les services écosystémiques qui sont rendus par la nature. Donc tous ces sujets-là doivent être traités de manière systémique parce que à l'échelle d'un bassin versant, tout se tient. On est toujours l'aval ou l'amont de quelqu'un ou d'un autre usage, etc. Et c'est pour ça que nous, chez Suez, quand on essaie de proposer des solutions, on essaie de le faire de manière holistique, de façon à ce qu'on ne favorise pas un usage au détriment d'un autre. Et ça passe par plus de concertation et une vision plus globale. Donc oui, il faut traiter plus, parfois. Et ça passe, on est sur le salon de l'innovation, j'imagine que ça passe par de l'innovation technologique pure et dure dans les centres de traitement, dans les centrales, dans les stations d'épuration, etc. Quid de cette innovation technologique avec des produits, alors peut-être de plus en plus respectueux, éco-responsables? Alors oui, effectivement, je pourrais vous parler de techno, de traitement, de réutilisation d'eaux usées traitées, avec le très bel exemple que la communauté d'agglomération d'Épinal a mené sur la station d'épuration de Taon-les-Vosges pour faire de l'arrosage d'espaces verts à partir d'eaux usées traitées. Je pourrais vous parler aussi de la manière dont on atténue, parce qu'il ne faut pas oublier que la priorité aussi, c'est d'atténuer ce changement climatique, donc de réduire notre empreinte environnementale en produisant des énergies renouvelables, en utilisant des matériaux moins impactants, en recyclant, etc. Alors je pourrais vous parler de tout ça, mais je vais plutôt vous parler aussi des solutions qu'on peut donner à l'ensemble des décideurs, qu'ils soient du monde agricole, des collectivités ou des industriels, pour justement se projeter dans le monde qui arrive. Et par exemple, un des premiers points qui nous semble crucial, c'est de connaître quelles seront les situations futures, et pour ça on a besoin de connaître dans quel état est la ressource en eau à l'heure actuelle. Typiquement, je prends l'exemple de la communauté d'agglomération d'Épinal, parce qu'on y est, qui est majoritairement alimentée par des sources qui sont situées dans les massifs
autour, avoir une connaissance précise du fonctionnement de ces sources et de la façon dont elles réagissent au regard de la météo, sur le temps long, et ça à court terme, à moyen terme, mais aussi dans 50 ans, et ben, c'est important et il faut commencer par mesurer. Donc c'est peut-être de l'innovation basique, mais chose qui n'est pas faite actuellement. Une fois qu'on a ces mesures, là on a des systèmes avec de l'intelligence artificielle qui permettent, grâce à des algorithmes, de prédire quel est l'état des ressources à court terme. Par exemple, la semaine suivante, est-ce que les ressources sont suffisantes pour assurer une activité industrielle ou potable, etc. Est-ce qu'elles sont suffisantes entre janvier et l'été? À partir de janvier, est-ce que je peux savoir si je passe l'été avec les usages dont j'ai besoin? Ou est-ce qu'à long terme, à l'échéance 10 ans, 50 ans, en intégrant les modèles qui maintenant sont parfaitement connus du GIEC et de l'évolution des ressources, quels sont les besoins d'investissement ou quelles sont les orientations stratégiques pour tous ces décideurs de façon à ce qu'ils puissent s'adapter. Et donc c'est ce genre de solution actuellement que l'on pousse pour répondre à ces questions-là. On est plus dans l'analyse du constat aujourd'hui. C'est ce que vous dites, déjà. Par rapport à des choses qui n'étaient pas moins faites avant, qui n'avaient pas lieu d'être faites avant. C'est une Brégier par rapport à ça. C'est cette connaissance de vos ressources, de vos besoins et cette projection de ces besoins. Alors, je partage ce qui a été dit, c'est-à-dire que c'est des données qu'on n'avait pas forcément disponibles et c'est des choses qu'on est en train de mettre en place depuis que la communauté d'agglomération a la compétence liée à l'eau, de connaître pour chaque ressource. Sur l'agglo d'Épinal, c'est 145 captages d'eau potable quand même. Connaître comment se comporte justement la ressource par rapport à l'étiage pour pouvoir justement s'adapter et investir ou pas. Alors je réitère, on est sur le salon de l'innovation, il y a des innovations techniques, technologiques qui vous servent pour faire tout ça aujourd'hui. C'est ça, donc en fait on met en place au niveau une instrumentalisation de nos équipements et de nos réseaux, avec des capteurs qui nous permettent de calculer des débits pour avoir ces références, et c'est ces mêmes capteurs qui nous servent également à identifier les fuites. Enfin, on en parlera peut-être tout à l'heure, je ne veux pas changer de sujet, mais voilà, c'est exactement le même type d'appareil qui nous permettent d'avoir ces renvois de données. Ça coûte très cher, j'imagine, et c'est long à mettre en place sur l'ensemble du réseau, c'est ça ? Alors, c'est sûr que ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça coûte assez cher. Heureusement, on a des partenaires financiers qui nous accompagnent. C'est des sujets qui sont bien pris en compte. Donc, ça se fait, c'est en cours, c'est presque terminé sur le territoire de la communauté d'agglomération. Et ben voilà, les aides sur les études et les travaux, restez avec nous bien sûr, parce que ce sera justement la dernière question que j'évoquerai avec Madame Arbillot. Allez, Martine Bortolotti pour la papeterie Norske-Skog. Donc je réitère, vous nous avez dit tout à l'heure 15 000 mètres cubes par jour, 18 000 mètres cubes consommés nécessaires par jour, 15 000 qui sont traités et rejetés. Demain, est-ce qu'on sera sur ces chiffres-là ? Avec petite particularité évidemment en ce qui vous concerne, vous êtes en train de changer votre process industriel. Je la fais courte si vous voulez bien. Voilà, vous aviez précédemment 2 lignes de machines à papier. Demain, ce ne sera plus qu'une seule. Et une des 2 lignes de machines à papier est transformée en ligne de machines à papier carton pour fabriquer, participer à la production d'emballage carton. Donc un process entièrement revu. Vous modifiez vos approvisionnements en matières premières, en papier, en pâte à papier, bois, etc. Bref, au niveau de l'eau, c'est le projet Box, affaire à suivre. 162 millions, c'est ça ? Combien de millions d'investissements, je ne me souviens plus. 130. Non, au total, avec l'investissement aussi avec des partenaires sur la chaudière complémentaire, on est presque à 500 millions d'euros. Mais au niveau du projet Box, 300 millions. 300 millions, oui, j'étais très loin. Ouais, effectivement, c'est des belles sommes. Au niveau de l'eau, racontez-nous un petit peu, demain, qu'est-ce que vous imaginez faire avec cette eau, sachant que, voilà, on sait, sa répartition, sa disponibilité sera moindre, peut être moindre demain.
Alors effectivement, on est dans une phase de conversion d'une partie de nos activités, vous l'avez bien résumé, pour aller du journal vers le papier pour carton sur une de nos installations. Et en faisant cela, on augmente également nos volumes de production de plus de 50%. Sortie du site, plus de 50%, donc ça veut dire aussi plus de matières premières. Donc si on n'avait rien fait par rapport à ce changement d'activité, en ce qui concerne l'eau, on aurait augmenté dans la même proportion nos prélèvements et nos rejets. Donc quand on a fait les discussions, la concertation préalable, on s'était vu à cette occasion pour dialoguer avec nos parties prenantes, on s'est engagé en fait à ne pas avoir d'impact supplémentaire sur l'eau vis-à-vis de notre projet. Donc malgré l'augmentation de production, on investit environ 10 millions d'euros dans la station d'épuration pour la transformer et être en capacité d'absorber les volumes, mais surtout les charges organiques qui vont arriver en entrée de station d'épuration complémentaire. Donc en pratique, on va mettre en place des systèmes de filtration supplémentaires et aussi surtout un nouveau digesteur, donc en fait un méthaniseur qui va absorber la charge organique et qui présentera l'avantage de la fabriquer, enfin de transformer tout cela en biométhane qu'on pourra ensuite utiliser soit pour l'injecter sur le réseau, soit pour la valoriser en substitution de gaz fossile. Donc en fait, on améliore notre empreinte carbone par ce geste-là. C'est un effet collatéral positif, je dirais ça comme ça. Quid, j'aurais pu vous poser la question au préalable, quid de votre consommation en période de sécheresse? Vous êtes sujet évidemment à restrictions. Alors peut-être un petit mot réglementaire par rapport à ça. Voilà, on connaît tous évidemment, grand public, citoyen lambda, les restrictions d'usage. Quelles sont-elles pour les industriels? Alors pas cette année forcément, mais l'année dernière, ça a été un petit peu le cas. En fait, oui, tout à fait. Quand il y a une situation hydrique difficile, donc ça passe par un arrêté préfectoral qui constate une situation soit de vigilance, d'alerte renforcée ou de crise par rapport à la situation hydrique. Et nous sommes, alors nous industriels, mais pas que nous évidemment, les particuliers aussi, soumis à des restrictions d'usage. Donc on doit de manière graduelle mettre en place un certain nombre d'actions, évidemment informer, sensibiliser en interne. Et on a un plan d'action qui est prédéfini au niveau de nos activités, de nos procédés de production, où on vient progressivement réduire les quantités d'eau utilisées. Alors en faisant cela, on se met en mode dégradé, c'est-à-dire que ça a un impact sur la qualité de nos process, de nos produits aussi. Donc on peut le faire de manière temporaire, pas forcément trop dans la durée. Mais on le fait évidemment et on doit aussi en rendre compte, c'est-à-dire qu'on doit rendre compte aux autorités des mesures que l'on a prises et des résultats que l'on obtient en termes de réduction d'eau. Mode dégradé, concrètement, ça veut dire quoi chez vous? Ça veut dire une productivité dégradée, ça veut dire une qualité également affectée. Qualité du papier affecté, carrément. Oui, qualité au niveau de la productivité des produits. Oui. Ok, merci beaucoup. Chambre d'agriculture, comment s'adapter? Alors évidemment, là c'est un peu plus visible forcément. Quelles adaptations propose la Chambre d'agriculture, propose les instances agricoles donc, aux agriculteurs face à des périodes de sécheresse? Je précise tout de suite que vous n'êtes pas de la région et vous êtes justement venu, vous avez rejoint récemment la Chambre d'agriculture des Vosges pour travailler sur ce sujet et évidemment anticiper les sécheresses à venir. Vous avez cité le bon mot. Le bon mot pour la gestion de la crise et des restrictions, c'est l'anticipation. Ça, c'est le mot d'ordre. On anticipe parce que quand on est dans la crise, il est déjà trop tard pour la gérer. Et puis, sur l'anticipation, moi j'identifie 4 leviers. Un qui est très important, qui a été cité, c'est la connaissance. La connaissance des usages, de l'ensemble des usages, et puis quand je suis dans une ferme, la connaissance de chacun de mes usages de l'eau dans la ferme, et lequel est soumis ou pas au processus de restriction, et lesquels sont critiques dans mon processus de production. Et puis la connaissance collective, c'est-à-dire que, je vous ai dit tout à l'heure, on a 3200 fermes sur le territoire, et il faut avoir la connaissance de ces usages en intégralité. Le deuxième levier, c'est celui de l'efficience et de la sobriété, parce que moins on a de besoins de prélèvements externes, moins on est vulnérable, moins on est exposé à ces restrictions. Le troisième levier, c'est la mobilisation de ressources en eau, rechercher donc l'autonomie. On a cité tout à l'heure le massif, on a 70% de nos fermes du massif qui ne sont pas raccordées au réseau d'eau potable. Ça paraît impensable pour nous qui habitons Épinal de ne pas avoir d'eau potable au robinet. Elles sont alimentées par des sources dont l'eau peut être de qualité tout à fait de qualité potable, mais elles n'ont pas ce parachute
que constitue le réseau d'eau potable. Donc quand ces sources viennent à se tarir par une période de sécheresse prolongée, eh bien là il y a une vraie difficulté, et donc il faut l'avoir anticipé, d'où la question de la mobilisation par du stockage de l'eau, stocker l'eau de la source qui m'alimente en continu, prévoir un stock de sécurité, ou récupérer l'eau de pluie. Donc tout ça c'est les travaux qu'on est en train d'accompagner par la création d'un outil de diagnostic. Et du coup, en face, c'est d'orienter les agriculteurs vers des choix d'investissement qui sont proportionnés à leurs besoins et à leurs ressources. Et tout ça, effectivement, on est accompagné, ils sont accompagnés par l'agence de l'eau. Bon, le micro, Bob, pas de méga bassine dans les Vosges. Non, c'est pas du tout l'idée. C'est d'aller chercher des solutions très locales à l'échelle de la ferme. On parle de quelques dizaines de mètres cubes de stock tampon qui jouent le rôle d'amortisseur de cette crise. Le dernier levier qui est extrêmement important, il a aussi été cité, c'est la concertation. Parce que l'objectif de l'arrêté cadre sécheresse, qui régule l'ensemble des restrictions, c'est bien d'organiser le partage quand l'eau vient à manquer. Et donc effectivement, il s'agit de trouver la bonne priorisation entre les usages, avec des usages, on l'a dit, on se met tous en mode dégradé quand on arrive, tant citoyen que professionnel, et c'est cette concertation en amont, dans la construction aussi de cet arrêté, c'est aussi le rôle de nos organismes consulaires, de participer, de représenter et de faire auprès des services de l'État, état des besoins et de leurs priorités. J'imagine qu'au niveau technologique, pardon, je réitère, nous sommes sur le salon de l'innovation, il y a des outils dans les tiroirs pour accompagner cette sobriété. Voilà, alors on a créé un outil de diagnostic qui apporte une vision 360 des usages de l'eau et qui permet dans les fermes de trouver des solutions, des pistes d'économie, des pistes de recyclage d'autres process, comme ça a été évoqué tout à l'heure, et puis de quantifier la récupération de pluie. Après, on est somme toute sur des solutions très basiques, mais on est vraiment au début de la réflexion. Au niveau du territoire de la Com d'Aglo, donc pour une collectivité comme la communauté d'agglomération d'Épinal, vous avez commencé tout à l'heure à parler des fuites. La première innovation, quelque part, on sait, c'est celle-ci, c'est qu'il y ait le moins de fuites possible. Alors en effet, donc juste pour replanter un petit peu le décor, la communauté d'agglomération d'Épinal a depuis 2020 une gouvernance pour complète sur le grand cycle de l'eau. Donc la gestion des compétences eau potable, assainissement et gestion des milieux aquatiques est regroupée. Ça permet d'avoir une vision globale et une action territorialisée et solidaire, on le verra tout à l'heure. Donc l'enjeu de réparer et d'éviter les fuites, c'est vraiment un enjeu majeur. Donc il y a plusieurs dispositifs qui ont été mis en place pour y concourir. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, déjà instrumentaliser les réseaux pour avoir des alarmes et des renvois de données, par exemple en cas de débit anormaux qui peuvent suspecter le déclenchement d'une fuite. Donc ça, c'est tout ce programme-là qui a été mis en place dans un premier temps pour avoir un peu un aspect préventif sur la situation. À l'échelle du territoire, on a maintenant également les moyens d'avoir une équipe d'exploitation spécifique et dédiée avec du matériel dernier cri, des agents formés, spécialisés qui travaillent à 100% sur la tâche pour justement détecter le plus rapidement possible les fuites et les réparer. Ça, c'est très important, mais il y a en plus une politique forte d'investissement dès l'instant où des réseaux fuyards sont clairement identifiés pour les remplacer par des réseaux neufs permettant justement d'éviter le renouvellement des fuites. Un mot sur l'acronyme, je ne sais même pas comment on dit, REUT, la réutilisation, REUT, voilà, REUT. Gardez en tête aussi ce mot, REUT, la réutilisation des eaux usées traitées. Et là aussi, il y a énormément de choses à faire parce qu'aujourd'hui, voilà, on n'avait pas de contrainte. Aujourd'hui, on a cette contrainte de sobriété. La réutilisation des eaux usées, attention, il y a de quoi faire. Voilà. Alors, c'est un sujet d'innovation qui a été saisi par la communauté d'agglomération. Ce qu'on peut dire, c'est que la réutilisation des eaux usées traitées, elle existe dans le monde, mais en France, pas encore beaucoup, à cause d'une réglementation tout d'abord inexistante et ensuite plutôt contraignante. Bon, il y a des assouplissements qui sont en cours,
Mais ça reste quand même, à mon avis, le volet administratif reste le frein majeur pour le moment pour le développement de cette REUT, comme vous dites. Donc l'agglo d'Épinal a mis en place, en partenariat avec Suez, justement un pilote pour réutiliser les eaux usées traitées sur la station d'épuration donc de Thaon-les-Vosges. Comme l'a dit tout à l'heure M. Fabaché, pour l'arrosage des espaces verts, mais aussi l'entretien des réseaux d'assainissement. C'est quand même dommage d'utiliser de l'eau potable quand c'est pas nécessaire. Voilà, donc le dossier il est en cours d'instruction. On attend de voir ce qui va se passer. On est très positif sur le sujet, mais voilà, ça reste un frein important, le volet administratif. Sandrine Arbillot, par rapport à l'agence de l'eau, allez, racontez-nous un petit peu. Le dernier comité de bassin, c'était fin novembre. Vous avez, sauf erreur de ma part, c'est la première fois, vous avez déterminé un chiffre pour ce qui est de la sobriété, des économies d'usage de l'eau à réaliser dans les prochaines années. Alors oui, tout à fait. Donc, dans le cadre du plan eau qui a été annoncé au printemps 2023, donc suite à cette annonce, le comité de bassin Rhin-Meuse a entamé des travaux pour déterminer en fait ce qu'on appelle des trajectoires de sobriété. Elles sont définies tout d'abord à l'échelle globale du bassin Rhin-Meuse, donc tout usage confondu. On a cet objectif global de moins 10%. Ça ne veut pas dire que ce sera moins 10% pour chaque catégorie d'usagers. Maintenant que c'est entériné, adopté par notre comité de bassin, d'ailleurs en même temps que la mise à jour de notre plan d'adaptation et d'atténuation pour les ressources en eau, qui a été mis à jour à cet effet, il va falloir maintenant, au niveau de chaque bassin territorial, mettre en place une gouvernance locale alors on parlait de concertation, c'est tout à fait ça, on a un petit peu l'exemple aujourd'hui de différents types d'usagers, les collectivités, le monde agricole, le monde industriel, le monde associatif aujourd'hui également, qu'il ne faut pas oublier notamment, qui sont les acteurs ancrés localement, qui vont devoir, dans chaque entité, revoir un petit peu cette répartition des usages de l'eau. Et tout le monde n'aura effectivement pas moins 10% à atteindre, ça va vraiment dépendre de l'état des lieux. Il y a des endroits où il y a plus de ressources en eau, moins de ressources en eau. On l'a vu, les débits d'étiage peuvent être plus ou moins impactés par les effets du changement climatique, du moins 15% en moyenne. Il y a des endroits où localement ça sera plutôt moins 30, moins 40. Donc on n'aura pas les mêmes problématiques de départ. Il y a également des usagers qui ont d'ores et déjà fait des travaux, de la lutte contre les fuites, de la réutilisation, des boucles de recyclage, la mise en place de récupération d'eau de pluie, par exemple, pour la substituer aux usages eau potable. Et en fait, il va falloir à chaque fois avoir une gouvernance adaptée. Alors, on a déjà des structures qui existent, ce qu'on appelle des clés de sage. Alors, ça signifie des commissions locales de l'eau, au sein de schémas d'aménagement et de gestion des eaux, beaucoup d'acronymes. Il y en a un notamment dans le secteur des grès du Trias inférieur, dans le secteur de Vittel, qui a été adopté il y a très peu de temps. Il y a d'autres structures sur lesquelles il y a déjà des gouvernances en place, donc c'est ce qu'on appelle les établissements publics territoriaux de bassin, qui gèrent en fait un grand cours d'eau. C'est le cas sur la Meuse, par exemple. Et des structures à des échelles plus petites, ce qu'on appelle des EPAGE, des établissements publics d'aménagement de gestion des eaux. Il y en a déjà quelques-uns sur le territoire qui gèrent localement un cours d'eau et dans lesquels on retrouve justement la totalité des usagers. C'est vraiment cette concertation locale qui va faire en sorte qu'on pourra réussir à atteindre ces objectifs de 10% globalement. Et pour faire l'état des lieux. Pour notre bassin, vous l'avez précisé, quid des autres bassins? Est-ce qu'il y a des chiffres beaucoup plus importants concernant d'autres bassins? Alors, c'est le territoire national qui est concerné. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous donner les chiffres exacts. Pour les autres bassins, chez nous, c'est effectivement moins 10. Ne serait-ce qu'entre les usages, c'est pas tout à fait... il peut y avoir parfois plutôt 9% pour tel usage, 11% pour l'autre, mais ça va être effectivement adapté à chaque territoire au niveau national. On descend ensuite au niveau des grands bassins, des grands fleuves, et après on va redescendre plus localement sur des unités territoriales où les gens peuvent se concerter localement plus facilement.
Céline Brégier, pardonnez-moi, une question qui me vient à l'esprit par rapport aux usages des uns des autres et au fait de convaincre la population évidemment à agir dans le bon sens. Une papeterie comme celle de Norske-Skog, voilà, en interne, c'est facile de faire changer les habitudes, d'adapter le process, de mener des investissements, changer les habitudes d'un territoire de 110 000 habitants sur 70 communes, c'est beaucoup plus difficile. Ça passe par quoi? De la prévention évidemment, de la pédagogie. Est-ce qu'on peut imaginer très rapidement des contraintes, du contrôle, que sais-je? Alors c'est un sujet vaste en effet, hein. Ça peut passer par de la sensibilisation, donc forcément au niveau de la communauté d'agglomération on passe des messages de sensibilisation, on met en place des politiques incitatives, hein. Je peux par exemple citer un enjeu fort, hein, qui est le déploiement d'une politique de gestion intégrée des eaux pluviales. Donc l'objectif, hein, c'est de simplement, enfin, que l'eau qui tombe s'infiltre au plus proche de là où elle est tombée en fait, hein. C'est simplement un retour au bon sens. On a l'impression que c'est très très simple à mettre en place, mais ça nécessite en fait de travailler en concertation, comme le disait tout à l'heure Madame Marbillot, avec les aménageurs, pour justement cette prise en compte. Donc pour inciter à aller dans ce sens, c'est des aides financières qui peuvent être mises en place par la collectivité. Il y a des choses qui ont déjà été mises en place pour les communes, pour essayer d'inciter les communes à aller dans le bon sens. C'est des choses qui fonctionnent très très bien, mais c'est vrai que c'est un travail de longue haleine qui passe par divers petites choses. Ça peut être aussi des concours vis-à-vis des particuliers pour voir un petit peu comment ils peuvent aussi s'approprier le sujet. Au niveau des industriels, c'est aussi des choses qui peuvent être mises en place à cette échelle-là. Enfin voilà, ça se décline à plusieurs échelles. Pardonnez-moi, j'ai une anecdote, une information très précise. Une maison qui se construit, neuve, maison BBC, super efficiente en termes d'énergie, etc. Logiquement, on se dit, tiens, ce serait logique qu'il y ait un système de récupération d'eau de pluie pour la chasse d'eau. Surcoût 6 000 €. Là, ça pose problème. 6 000 €, bon, certes, sur un budget, mais là, les personnes ne l'ont pas fait parce que les 6 000 € pour adapter, que ce soit de l'eau de pluie qui alimente juste la chasse d'eau, une ou deux, j'en sais rien, mais voilà, on est sur cette problématique-là très précise pour ce qui est des particuliers. Alors on peut imaginer, j'imagine, voilà, il y a énormément de travail de concertation avec le secteur du BTP peut-être pour amoindrir ces coûts. C'est des choses qui sont dans les tiroirs aussi. C'est un exemple très précis, j'en conviens, mais... Alors c'est pas encore dans les tiroirs, c'est des idées qui sont mises en place, mais voilà, il faut encore... Je pense que c'est une deuxième étape, hein. On est, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, le transfert des compétences, c'est tout récent au niveau de la communauté d'agglomération, donc il faut aussi le temps de mettre en place tout ça. Et après de pouvoir développer cette politique active de sensibilisation. Et je pense que ça, voilà, dans ces prochaines années, ça va être des sujets qui vont être mis en place. Florian Fabaché, sur l'implication des populations, vous travaillez sur quoi chez Suez? Qu'est-ce qui est dans les cartons? Alors déjà, vous faites bien d'aborder ce sujet parce que la première innovation, la première urgence, c'est de réduire nos consommations d'eau. Donc c'est la sobriété. Parce que toute politique, aussi bien fondée qu'elle soit, si elle ne passe pas par une première étape de sobriété, c'est comme continuer. Enfin, les choses doivent être prises dans le bon ordre. Donc sur ces sujets de sobriété, on travaille beaucoup sur les usages qui est fait de l'eau par la population. Et notamment en essayant d'identifier clairement et sociologiquement quels en sont ces usages, de manière à inciter les gens, comme c'est le cas pour l'énergie par exemple, dès lors qu'on propose aux consommateurs
et à l'usager un retour sur sa consommation, après, il y a moyen de lui proposer des sortes de coaching pour qu'il réduise sa consommation. Et donc ça passe par une mesure de ses usages qui est faite au quotidien, d'une part. Ça passe par de l'incitativité pour qu'il puisse réduire ses consommations en eau, et par différentes solutions, effectivement, technologiques, avec des mitigeurs de robinet, des douchettes de douche hydroéconomes, etc. Donc il y a plein de petites solutions techniques qui permettent d'aboutir à ça. Après, ça pose également aussi la question d'un modèle autour de l'eau qui est à réinventer, parce que, comme le disait Madame Brigier, il y a des besoins de nouvelles canalisations, de réparation de fuites, etc. Et il y a des besoins d'investissement à l'avenir. Donc il faut réinventer également le modèle de la consommation en eau pour assurer à la fois la sobriété et assurer les investissements nécessaires sur les réseaux à l'avenir. Sandrine Herbillot, je vous donne le mot de la fin. Pour ce qui est de la méthode initiée par l'Agence de l'eau pour atteindre ces fameux 10%, voilà. Et puis l'accompagnement donc méthodique et l'accompagnement financier. On a dans la salle des cadres, des chefs d'entreprise. Voilà, il y a énormément d'argent prévu par l'État pour accompagner cette sobriété face à ces restrictions d'usage qui, sans nul doute, adviendront. Alors, effectivement, déjà en termes de méthode, alors ça vaut pour effectivement les entreprises, mais également pour les collectivités, finalement. C'est très parallèle. Déjà, la première des choses, c'est de correctement connaître ces usages de l'eau. Pour cela, la cartographie, l'étude, la mise en place de compteurs, ne serait-ce que pour connaître son vrai coût de l'eau. On fait un petit peu le parallèle avec l'énergie, hein. C'est la même démarche que pour la décarbonation ou pour limiter ses consommations d'énergie. C'est pareil pour l'eau. D'abord, l'état des lieux. Et quand je parle de vrai coût de l'eau, c'est que l'eau, c'est pas uniquement la prélever. Il va falloir, selon les process, la traiter, la chauffer, la refroidir, la pomper à nouveau dans son process, la traiter avant de la rejeter. Donc tout ça, ça a un coût. Il y a des intrants, des produits de traitement, de l'énergie. Une fois qu'on a effectivement cet état des lieux, c'est planifier ses actions. Alors la méthode, d'abord réduire, recycler et après éventuellement réutiliser les eaux selon les usages, les possibilités. Réduire, ça peut être passer par des nettoyages à sec, par exemple, avant d'aller utiliser de l'eau dans l'agroalimentaire. Ça peut se faire, par exemple, recycler. Ça peut vouloir dire de récupérer ces eaux usées, de les réinjecter dans le process. Ça peut être de récupérer des eaux de pluie, justement, en substitution d'usage eau potable, pour du lavage auto, des choses de ce type-là. Ça se fait de plus en plus, justement. Et réutiliser, c'est le cas qui a été évoqué sur Taon-les-Vosges, mais ça se fait également en industrie. Alors, pas encore vraiment sur le bassin Rameuse. On est très éloigné, en fait. Ça se fait surtout plus proche de la mer, en général, pour avoir le moins d'impact possible sur les milieux aquatiques, parce qu'il y a aussi des contraintes sur les milieux à vouloir. On ne peut pas faire de la réhute, comme on a dit, systématiquement, parce qu'on a besoin quand même d'eau dans les cours d'eau pour maintenir la vie biologique. Et donc l'agence de l'eau peut accompagner donc, les entreprises, les collectivités et aussi le monde agricole, et plus particulièrement pour les entreprises, donc aussi bien des aides isolées que sous forme de contrats, ce qu'on appelle des contrats industrie eau et climat, qui est le pendant des contrats territoriaux qu'on propose aux collectivités, qui permettent de planifier un pool de travaux sur 3 à 4 ans. Ça permet une visibilité à l'entreprise quant à la capacité de l'agence de l'eau à subventionner les projets qui sont inclus dans ce contrat. Également de pouvoir communiquer plus facilement, parce qu'on a justement une action un peu globale qu'on peut valoriser. Avec des aides substantielles. Voilà, donc les études sont accompagnées donc, à hauteur de 50 à 70% en fonction de la taille de l'entreprise, et les investissements peuvent être accompagnés, l'assiette éligible peut être accompagnée de 40 à 60% pour les investissements dans la sobriété en eau, la réduction des flux polluants ou la biodiversité que nous accompagnons également dans le cadre des sites industriels. Ça peut représenter des sommes tout à fait considérables.
Tout à fait. On a quand même plusieurs millions d'euros chaque année, voire plus de 10 millions d'euros là, pour cette année, pour réduire tout ce qui est pression industrielle. Donc voilà, il ne faut pas hésiter en tout cas à contacter l'agence de l'eau Rhin-Meuse pour, voilà, si vous avez des projets, études, comptabilité, de comptage de l'eau, investissement, pour qu'on puisse étudier vos projets et voir dans quelle mesure on peut vous accompagner. Merci beaucoup, c'était le mot de la fin. On peut les applaudir si vous voulez bien. Y a-t-il des questions? Allez, quelques questions, profitez-en. Il est 14h20 passé, on se donne vraiment quelques minutes. Hein. Philippe Virtel. Oh, je vous donne le micro. Je peux essayer de parler fort. Oui, on fait ça, allez-y. Bon. Bonjour. J'aimerais savoir s'il existe, à votre avis, parce que j'ai été plutôt rassuré par toutes les solutions que vous évoquez, visiblement, il semble possible, à vous entendre, que les usages de l'eau puissent être un peu mieux maîtrisés et qu'en fait l'eau puisse être utilisée plusieurs fois, me semble-t-il. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il existe des freins législatifs actuellement qui empêcheraient ces bonnes intentions dont vous nous parlez? A priori, oui, justement, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Qui veut répondre sur le plan réglementaire, la REUT, tout ce qui est réglementation autour de la REUT aujourd'hui? On a bien compris que c'était poussif. Alors, la REUT, c'est vraiment la réutilisation des eaux usées qui sont passées en station d'épuration. Je ne sais pas si c'est... Non, c'est pas de ça que je parlais. Ah, c'est pour ça. pardon. Je parlais de ce qui pourrait être éventuellement produit comme eau devenue usée à la sortie soit d'une habitation ou d'un tènement industriel. Est-ce qu'il est aujourd'hui possible, en toute légalité, de se trouver en interne une seconde utilisation à l'eau? Donc, Ludovic, vous évoquiez l'histoire des toilettes. Des chasses d'eau. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est particulièrement et parfaitement autorisé, par exemple, de se dire l'eau que je vais utiliser pour rincer mes carottes va devenir l'eau que je vais utiliser dans mes toilettes? Est-ce que c'est possible, tout simplement? Dans le domaine privé, je pense que ça pose pas de souci. Après, dès l'instant où on est dans un autre cadre, je pense qu'il y a, au niveau de l'industrie, je pense pas que c'est possible. Enfin, après, je suis pas spécialiste. Qui veut répondre? Martine Bortolotti. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais nous, par exemple, on utilise l'eau, on a beaucoup de boucles de recirculation en interne d'un process à l'autre, d'un atelier à l'autre, et en fin de station d'épuration, comme je le disais tout à l'heure, il y a à peu près 20 à 25% de l'eau qui, au lieu de retourner directement à la Moselle, on la réinjecte en amont dans nos procédés. Donc ça, on le fait déjà, il n'y a aucun souci réglementaire à le faire. Alors, est-ce que justement ça, c'était une démarche extrêmement complexe sur le plan réglementaire, ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait finalement assez facilement dès lors que l'industriel a cet ADN, cette intention de bien faire? Est-ce qu'il se retrouve parfois face à des complications administratives ou législatives? Non, pas pour ce chemin. Il y a certains sujets, oui, mais sur celui-là, en l'occurrence, non, c'est plus un souci, je dirais, technique et technologique de process pour retrouver les bons usages compatibles avec l'eau que l'on veut réutiliser en termes de process, enfin de qualité d'eau, etc., pour qu'elle soit compatible et pas créer d'effets secondaires, on va dire, ou d'incompatibilité dans les procédés. C'est plus sur le plan-là que se situe la difficulté et pas du tout, en l'occurrence, d'un point de vue réglementaire. Merci beaucoup Philippe Virtel, donc le PDG de MGE, le transporteur à Chavelot. Monsieur, une question. Parlez bien fort, ça ira. Bruno Lamont, je suis un peu dans la même veine ce dont parlait Philippe, mais pas sur le côté réglementaire. C'est vrai, au niveau des foyers, est-ce qu'on a une idée du pourcentage d'eau qui pourrait être réutilisée en utilisant si possible, alors ça n'existe peut-être pas, mais des solutions innovantes, biologiques, de nettoyage, en fait, d'assainissement de cette eau utilisée. Une sorte de petit assainissement voilà. par foyer, quoi. Exactement. C'est Madame Brégier ou Florian Famaché? Alors, si ce dont vous parlez, c'est l'assainissement non collectif, à savoir traiter les eaux émises par un foyer pour les infiltrer ou pour les rejeter dans un milieu... Pour les réutiliser. Pour les réutiliser. Après,
se posera toujours la question de la conformité sanitaire des eaux que vous souhaitez utiliser. Et c'est vrai d'ailleurs, je pense, dans l'industrie, mais pour l'industrie agroalimentaire ou pour la réutilisation des eaux usées traitées d'une station d'épuration. Je pense que quelle que soit l'origine des eaux et quel que soit l'usage, se posera cette question. Et en fonction des usages qui sont faits, alors si c'est pour arroser son jardin, il n'y a pas de souci. Enfin, quoique, la réglementation française et européenne met un certain nombre de restrictions, par exemple à l'arrosage de maraîchage ou la réutilisation en agriculture. Il faut respecter un certain nombre de critères. Il en va de même pour tous les autres usages. Donc, et donc pour revenir à la première question de M. Bernel, il y a des freins réglementaires, mais liés à cette conformité sanitaire de l'usage aval. Est-ce que ça ne veut pas dire que dans ce cas-là, il faudrait peut-être imaginer 2 réseaux d'eau avec des capteurs de clarté de l'eau, de saleté de l'eau, pour pouvoir plus ou moins facilement... Au niveau domestique. On est dans l'innovation là. Ouais. Alors c'est une très bonne idée. Après, c'est d'ailleurs ce qui est fait à Paris par exemple. Paris, il y a 2 réseaux. Un réseau d'eau potable et un réseau d'eau non potable. Après, c'est le coût que représente ce genre d'installation. Dès lors que vous posez des tuyaux, vous démultipliez des réseaux, ça a un coût important. Donc je pense qu'il y a une analyse de cas à faire et à comparer les scénarios si effectivement c'est pertinent, ce qui peut l'être dans certains cas de figure, et je pense encore une fois la réponse est à apporter au cas par cas. Dans certains cas, ça va être pertinent d'un point de vue environnemental et hydrique. Dans certains autres cas, ça ne le sera pas pour des questions de coûts financiers rédhibitoires. Affaire à suivre. Merci beaucoup. Merci de votre participation à cette table ronde. On peut les applaudir si vous voulez bien. La Chambre d'agriculture, la communauté d'agglomération d'Épinal, le projet autour, le nouveau projet industriel de Norske Skog évidemment à suivre, et on a compris que, d'ailleurs je me permets de préciser effectivement que dans la concertation avec notamment les associations environnementales, elles avaient eu leur rôle. Voilà, il y avait vraiment eu un bon travail. Vous avez satisfait quelques demandes, certes provenant de l'État, mais aussi provenant d'associations environnementales engagées dans la concertation. L'Agence de l'eau et Suez. Des applaudissements encore si vous voulez bien.